Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Nicolas Sarkozy, condamné en appel à 3 ans d'emprisonnement, dont un ferme, à exécuter sous bracelet électronique. Les Français doivent le savoir. Cette décision-là me semble stupéfiante. Elle est critiquable, contestable, en droit, en fait. Je ne suis pas un pourri. Aujourd'hui, on a un acharnement contre Nicolas Sarkozy avec une peine dont tout le monde voit bien qu'elle est déraisonnable, disproportionnée par rapport aux faits. Quelle indignité. Peu importe le moyen par lequel un client communique avec son avocat, ça ne peut pas être utilisé contre lui en justice. La vérité finit toujours par triompher. Et Nicolas Sarkozy a été condamné ce mercredi à 3 ans d'emprisonnement, dont un ferme à purger sous bracelet électronique pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire des écoutes. L'ancien chef d'État a également été condamné en appel à une privation de ses droits civiques pendant 3 ans, ce qui le rend inéligible, une sanction inédite, Philippe. Et une sanction qui va d'ailleurs au-delà des réquisitions de 3 ans d'emprisonnement avec sursis réclamées en décembre par le parquet général. Alors l'avocat de Nicolas Sarkozy s'est empressé de réagir. Écoutez ce qu'elle a dit. Vous l'avez compris, nous allons former un pourvoi en cassation contre cette décision, pourvoi qui est suspensive de toutes les mesures qui ont été prononcées aujourd'hui. Nicolas Sarkozy est innocent des faits qui lui sont reprochés. Cette décision-là me semble stupéfiante. Elle est critiquable, contestable, en droit, en fait. Et nous ne lâcherons pas ce combat-là, qui est un combat juste, face à une décision particulièrement inique et injuste. Alors, est-ce que pour vous, la condamnation de Nicolas Sarkozy, elle est trop sévère? Est-ce qu'elle n'est pas assez sévère? Est-ce qu'elle est normale? Ou vous pensez même, s'il a été reconnu coupable, que pour vous c'est injuste? On ne condamne pas un ancien président de la République. On vous attend au 0826 300 300. Et on va en parler avec Maître Loïc Guérin, avocat pénaliste. Bonsoir, merci d'être avec nous. Cette condamnation, Philippe, aujourd'hui, on nous dit sur nos réseaux sociaux qu'elle n'est pas assez sévère, 70%. Je n'irai pas jusque-là, mais encore une fois, j'aurais presque envie de répondre à la question fine de Sud Radio, et notamment l'analyse qui a été faite sur les réquisitions et l'arrêt. J'aurais envie de dire, je ne discute pas l'arrêt. Je ne discute pas l'arrêt. Mais je ferai quelques observations, et pardon, pour une fois, je serai un peu plus long que d'habitude. En réalité, je n'appartiens ni à ceux qui détestent Nicolas Sarkozy, ni à ceux qui l'approuvent de manière inconditionnelle. Cette double catégorie de citoyens, je l'écarte radicalement du droit, du droit de porter des jugements lucides sur l'arrêt qui vient d'être rendu. Je pourrais faire la même observation sur la défense de l'ancien président si je ne connaissais pas son avocate, qui est une avocate remarquable, mais qui naturellement est enquistée dans le réseau de son client, qui ne cesse de protester de son innocence, comme Maître Herzog et bien sûr Gilbert Azibert. Donc je veux dire, et je termine, Cécile, que l'argument qui vient d'être donné par Philippe David dans son analyse est très pertinent, et personne ne l'a remarqué jusque-là. Ça n'est pas le parquet à qui on donne satisfaction, puisque le parquet demandait moins. Et c'est la Cour qui décide d'aggraver la sanction demandée par les réquisitions, ce qui montre bien l'équilibre judiciaire et non pas une quelconque partialité à l'égard d'un ex-président dont le passé judiciaire commence à faire beaucoup. Elisabeth Lévy. Alors moi, je ne partage pas du tout les opinions de Philippe Bilger, et je ne fais partie ni des inconditionnels ni des adversaires. J'ai plutôt de la sympathie, comme vous avez peut-être plutôt un peu d'antipathie, mais ça n'obère pas nos jugements. Voilà. Mais moi, il y a 2 choses qui me frappent dans cette affaire. Il y en a une qui est antérieure au jugement d'aujourd'hui. C'est pas les assises, c'est un jugement. Non. Donc, au jugement d'aujourd'hui, qui est la validation par la Cour de cassation de l'écoute des conversations entre un avocat et un client, qui me paraît extrêmement grave. D'autant plus que ça s'est fait alors qu'ils n'étaient pas du tout en train de chercher ça. La deuxième chose qui me frappe, c'est que je crois qu'il y a
cacher certains magistrats la volonté de se payer des politiques, de se payer des puissants qui par définition sont corrompus. Et la troisième chose, c'est qu'il y a une vision très naïve de la politique si on se rapporte aux faits. Parce que en politique, on appelle ça corruption, trafic d'influence. Tous les politiques passent leur temps, je ne mettrai pas à trafiquer, mais à user de leur influence. Et cette influence se manifeste par des placements de X, Y ou Z. Là, on lui reprocherait d'avoir envisagé de s'informer sur son dossier. C'est pas bien, mais excusez-moi, je pense que François Hollande a eu, par exemple, vent de tout ce qui se passait au PNF sur l'affaire Fillon, à peu près en direct, par le truchement de sa conseillère justice. Donc, il faut quand même pas nous prendre pour des dindons dans cette affaire. Tout le monde passe son temps à passer des coups de fil, à dire « Ah oui, tiens, je te recommande X, Y ou Z ». Il ne l'a pas fait. Sérieux. Si vous voulez. En plus, donc, qu'il soit reconnu coupable de cela, c'est certainement la loi, qu'on lui colle une peine aussi infamante de l'inéligibilité, mais ça, c'est un scandale pur, et la peine pour Herzog, alors là, est vraiment dégueulasse. Oui, mais revenons aux faits. Les faits, c'est en appel une nouvelle condamnation pour des faits de corruption et de trafic d'influence. Et il s'agit d'un ancien président de la République, dont bien évidemment les réseaux permettent, il ne doit pas le faire, d'aller vers ce type d'agissement qui est donc pénalement répréhensible. La décision de justice est motivée. Et donc, il faudrait qu'on m'explique si Nicolas Sarkozy, comme certains le prétendent, a un problème avec les magistrats, avec le thème de l'acharnement judiciaire, ou si le cumul des affaires fait qu'au final, il a surtout un problème avec la justice. Parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Et puis faites attention par rapport au climat mauvais de la période, parce qu'il ne faudrait pas non plus théoriser qu'un ancien président de la République ne pourrait pas être condamné en justice. Si pénalement ce qu'il a fait n'est pas acceptable et relève d'une peine et d'une condamnation, il est normal et sain que cette condamnation soit prononcée. Le maître Loïc Guérin, alors la vision de l'avocat qui est pénaliste et qui voit donc des condamnations pénales tous les jours ou toutes les semaines. Quelle est votre réaction? J'essaie de pas en voir tous les jours. En tout cas, j'essaie de les éviter surtout. Non, moi en réalité, je vais peut-être vous décevoir. Je vous ferai une réponse de Normand et je le suis pas, mais puisqu'on évoquait ça hors antenne, je vous ferai une réponse de Normand, mais j'y viens après. Tout en cheminant ici, je me suis rappelé d'un proverbe. Alors je le paraphrase, la source pas sûre, l'intitulé pas exact, mais l'idée était celle-là. Il y avait un vieux proverbe bantou, semble-t-il, qui dit la chose suivante: la vérité judiciaire est à la vérité ce que le lézard est au crocodile. Voilà. Donc, comprendra qui veut ou qui peut, mais l'idée, globalement, on l'aura comprise, c'est le judiciaire fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, avec les moyens du bord, c'est-à-dire un dossier. Il regarde un dossier et il juge d'après un dossier en écoutant les parties, le ministère public qui soutient l'accusation et la défense qui va évidemment à l'encontre. Ça paraît une évidence, mais c'est toujours bien de le rappeler. Bien sûr. Et vous allez comprendre pourquoi quand je vous parle de la réponse de Normand, parce que ça vient s'insérer là-dedans, évidemment. Moi, je ne me prononce pas sur le dossier. Je vous dis pourquoi. Il y a une triple difficulté au moins. Alors, j'en ai au moins 3 en tête. La première, c'est que c'est pas mon dossier. Donc déjà, je ne le connais pas. Donc j'aurai l'humilité de ne pas le faire. Puis la délicatesse d'autant moins de le faire qu'un confrère est mis en cause dans ce dossier, et j'ai évidemment de l'empathie pour lui, quoi que soient les faits, quoi que soit l'opinion de chacun, parce que je me mets à sa place et je me dis que ça va être très difficile pour lui aujourd'hui, donc je ne vais pas en rajouter. Et puis 3, comme je le disais à l'instant, en réponse un peu de Normand, mais c'est réel et sincère, je fais confiance malgré tout, malgré les dysfonctionnements, malgré tout, à la chaîne judiciaire dans son ensemble, c'est-à-dire ministère public, juge du siège, avocat, partie civile et défense. Si, évidemment, on a le droit chacun d'avoir son opinion en tant que citoyen, moi en tant qu'avocat, j'en aurais pas là-dessus. Je peux simplement vous donner les éléments de lecture, mais ils ont déjà été donnés, très clairement par M. Bilger à l'instant. Vous aviez des réquisitions en deçà, la décision de la Cour d'appel va au-delà, vous l'aviez dit au départ. Je rappelle quand même que les réquisitions en première instance, c'est de 4 ans, dont 2 fermes, donc on est par contre en deçà des réquisitions initiales du parquet, donc on est finalement entre les 2 réquisitions, un peu plus qu'on appelle, un peu moins, assez nettement moins qu'en première instance. Mais c'est quoi la condamnation en première instance? C'était la même chose. Mais justement, alors, excellente transition, c'était là où je voulais en venir. En réalité, me semble-t-il, d'un point de vue judiciaire, froidement, sans appréciation personnelle, une fois encore, du bien fondé ou non de la décision, elle n'est que la consécration de la première décision. On reprend la décision, on la confirme, on a écouté tout le monde, les juges de cour d'appel
À tort ou à raison, chacun appréciera et chacun sera dans son rôle d'ailleurs pour apprécier. La défense viendra vous dire, a-t-elle raison ou pas? Je suis incapable de vous le dire et pour être franc, je pense que 99,9% des gens ne sont pas bien placés pour en parler parce qu'ils n'ont pas le dossier. Ils sont quand même assez mal placés pour en parler. Et elle considérera que c'est une décision qui est inique, j'ai entendu le mot je crois quelque part, qu'elle est exagérée, qu'elle ne devrait pas avoir lieu, on l'a entendu à l'instant. Moi, je n'ai pas d'opinion là-dessus, évidemment, vous l'avez bien compris. À l'inverse, si le ministère public a l'occasion de s'exprimer comme parfois il peut le faire, eh bien, il vous dira qu'elle est au contraire pondérée ou en deçà peut-être de ce qu'il espérait en première instance. Aura-t-il tort ou raison? Je n'en sais strictement rien et pour être franc, humblement, je pense qu'assez peu autour de la table savent exactement quelle position adopter. Allez, 0826 300 300, Philippe qui est avec nous de Sarlat. Philippe, bonsoir, rebonsoir. Oui, bonsoir. Écoutez, j'ai écouté avec beaucoup d'attention tout ce qui est dit. C'est une situation qui est excessivement complexe parce que là où je suis entièrement d'accord, c'est que nous sommes en face aujourd'hui à des politiques de tous ordres, des présidents jusqu'au plus bas, qui cherchent à user de l'influence pour placer tel ou tel, pour faire tel ou tel projet, etc., et qui sont c'est tout à fait condamnable. Là où moi, si vous voulez, j'ai pas d'affinité et je n'ai pas non plus j'ai ni l'un ni l'autre à l'égard de Nicolas Sarkozy. La seule chose, c'est qu'évidemment, c'est un haut personnage de l'État, président de la République, qui lui aussi a mis les mains dans la confiture. Et je crois que le peuple a soif de l'exemplarité. Et à mon propre avis, je crois qu'avec le temps qui passe, des condamnations et des peines de prison, aujourd'hui, dans le droit que nous avons et dans l'énorme problème que nous avons en France, je n'irai pas sur des peines de prison, mais j'irai plutôt, au porte-monnaie, à l'éligibilité, à la position du personnage, et des amendes très très lourdes. Et ça réagit dans le studio avec Elisabeth Lévy. Moi, je trouve ce discours un petit peu dangereux, parce que ça signifierait qu'en gros, nous avons des politiques qui sont affreux, vraiment, qui font des choses horribles. Quand j'ai dit que, oui, ils jugent de leur influence, c'est leur activité, en réalité. Ça fait partie. J'ai essayé de vous montrer que derrière les mots trafic d'influence et corruption, on n'est pas très loin. Si vous voulez, il y a on n'est pas très loin de ce qu'est l'activité politique de tous les jours. J'appelle X, Y ou Z pour lui parler de X, Y ou Z. Et si vous voulez, on dirait qu'on a un peuple de gens, si vous voulez, irréprochables, vertueux, qui n'ont que le bien des autres en tête, et de l'autre côté, des salauds de politique qui s'en mettent plein les poches, qui est complètement faux, et qui représentent tout le mal. Attention, si vous voulez, je comprends que le droit dise des choses, mais ne soyons pas, si vous voulez, des obsessionnels de la vertu. Voilà, c'est ça. 0826 300 300. Vous vouliez réagir, Philippe, avant Yann. Allez-y. Je retrouve Elisabeth toujours fidèle à elle-même, intelligemment ignorante en matière judiciaire, alors qu'elle sait beaucoup de choses par ailleurs. Et j'ai beaucoup aimé votre intervention, maître, parce que je n'espérais pas entendre quelqu'un d'aussi intelligemment modéré. Parce que de la part d'un avocat pénaliste, c'est très rare sur un sujet pareil. Mais tout ce que vous dites, Elisabeth, n'est pas exact. Il ne s'agit pas de condamner une quelconque vertu. Ce que vous invoquez, ça n'est pas un coup de main qu'on donne, c'est un pacte de corruption qui doit servir à un magistrat qui était à la Cour de cassation. Mais ils ont envisagé de le faire, finalement ils ne l'ont pas fait. Oui, c'est constitué. Et d'autre part, l'intention vaut faute. Et d'autre part, en ce qui concerne la sanction, j'essaye d'aller très vite. On ne la tire pas au sort, on réfléchit aux données de la personnalité, au passé judiciaire, à la gravité des faits, et donc elle aboutit d'une manière cohérente. Et comme l'a dit Olivier, on a affaire à un ancien président qui les accumule. C'est tout de même énorme sur le plan démocratique. Allez, quand vous parlez du droit, on dirait que vous parlez de sciences physiques ou de mathématiques, si vous voulez, qu'il n'y a qu'une seule interprétation, que c'est comme ça. C'est incroyable. Excusez-moi. Le droit, c'est une science humaine. Et c'est pour ça qu'on a le droit aussi d'avoir un point de vue. Et on a le droit d'appeler 0826 300 300. On prend ça, c'est un devoir. Et c'est pour ça qu'on a l'appel, Elisabeth. Bonsoir Yann. Votre avis. Oui, bonsoir.
bonsoir Philippe, bonsoir Cécile, bonsoir à tous. Monsieur Bilger, moi je suis complètement en désaccord avec vous là, en l'occurrence. Très clairement, Nicolas Sarkozy, n'oublions pas quand même que Monsieur le Président Sarkozy était aussi affiché sur un mur des cons au syndicat de la magistrature. Donc il ne faut pas l'oublier quand même. Hein. Il ne faut pas l'oublier. Je ne suis pas un partisan de Nicolas Sarkozy, spécialement, même si je suis cadre DLR et j'étais LR. Ceci dit, il ne faut pas oublier non plus que dans cette affaire, on part à la base de l'affaire Bettencourt, dans laquelle M. Sarkozy a été blanchi. Et que les écoutes ont été lancées comme des filets dérivants, on a lancé des filets un petit peu partout, et puis on a vu ce qu'on en ramassait. On écoute des conversations entre un client et son avocat. Moi, je vous assure que je serais vraiment hors de moi si on écoutait mes conversations avec mes avocats. Vraiment, parce que très clairement, c'est quelque chose de l'ordre du confidentiel et elles n'ont pas à faire fi de justice en fait. C'est faux, sauf lorsque l'échange prépare une infraction. Mais vous non, il n'y a pas d'infraction puisqu'au départ, monsieur Bilger, au départ, très clairement, ce n'est pas une infraction constituée, ce n'est pas même pas un soupçon d'infraction, on a lancé des filets dérivants et on a vu ce qu'on allait pouvoir y pêcher. Voilà, donc on a été à la pêche au bar et on a chopé du thon, très clairement. Aujourd'hui, maintenant, de là, la Cour de cassation valide des écoutes illégales et j'espère vraiment que une fois qu'on ira en cassation, qu'une fois qu'ils iront en cassation, ça sera cassé et que ça retournera devant la justice. Et après, la peine est disproportionnée. Il faut pas, véritablement, elle est disproportionnée. On n'a plus le temps. Un mot de Loïc Guérin en 15 secondes pour conclure. Je vais essayer de tenir les 15 secondes. Juste une précision sur les règles qui sont insuffisantes sans doute en matière de protection des droits. La conversation entre un avocat et son client, malheureusement, peut être écoutée. Elle ne peut pas être interceptée, c'est-à-dire que l'on ne peut pas retranscrire une conversation entre l'avocat et son client, mais, et je le regrette profondément, les OPJ, les policiers qui sont chargés de l'écoute, peuvent tout à fait écouter. Ce qui est très gênant, vous le comprendrez, parce qu'ils écoutent la stratégie. Je pourrais vous donner des comptes à l'extérieur ou une autre fois des exemples malheureusement vécus, où ça détermine la stratégie judiciaire adoptée par les policiers ou le parquet, parce qu'ils savaient que les avocats préparaient une défense un peu trop costaud. Vous voyez, ça peut poser problème, et objectivement, on est ici en retrait de ce qu'on devrait proposer en termes de droit de la défense. Eh bien, arrêtez de parler à vos avocats au téléphone, voilà la conclusion. Avec un faux nom. Maître Guérin. Merci en tout cas, merci Philippe, merci Yann, merci beaucoup de vos témoignages parce que ça a permis de nourrir aussi bien sûr ce débat. Merci beaucoup Maître Loïc Guérin, avocat pénaliste. Non mais d'abord je le remercie pour ce qu'il a fait et ensuite je vais l'appeler sur son portable pour lui parler de ma stratégie du Kikadi dans un instant puisqu'il va rester avec nous. Allez, à tout de suite.